Chaque année, 400 000 tonnes de colis et de fret transitent par le centre de tri de l'aéroport de Zurich. Aujourd'hui, le service des douanes traque les médicaments trafiqués. Ça, c'est un paquet en provenance d'Inde. Vu la forme, c'est sans doute des médicaments. Il faut toujours ouvrir ce type de colis et contrôler tout ça soigneusement. Avec le développement des achats sur Internet, le trafic explose. Les douanes helvétiques saisissent près de 120 produits par mois. Certains sont des contrefaçons, d'autres de vrais médicaments. Mais soumis à prescription, ils sont vendus illégalement sur le net. Tous ces colis destinés à des consommateurs suisses réservent bien des surprises. Ah, encore des pilules érectiles. Combien tu en as de celles-là? Il y a autre chose aussi? Comme d'habitude, toujours la même marque indienne. J'en ai 140. Regardez, il y en a encore dans ce paquet. C'est du sildenafil, des pilules érectiles. D'ailleurs, la plus grande partie des médicaments que nous contrôlons ici, ce sont des pilules érectiles. C'est dangereux de prendre ces médicaments? Je pense que oui, car il n'y a aucun contrôle sur la qualité de ces médicaments. On n'a aucune idée dans quelles conditions ils sont fabriqués en Inde, ni même par quel laboratoire. Est-ce que la composition indiquée sur la boîte est bien celle du produit? Impossible de le savoir. C'est un gros risque d'un point de vue de santé, parce que ces médicaments, on ne connaît ni l'origine, ni ce qu'il y a dedans. C'est pour protéger la santé des gens que nous, on fait ce genre de contrôle. Les médicaments saisis aujourd'hui seront envoyés à Swissmedic, l'autorité de contrôle. Les destinataires ne seront pas inquiétés. Seuls ceux suspectés de trafic pourront faire l'objet d'une enquête judiciaire. Pourtant, tous les ans, le trafic de médicaments ferait 700 000 morts à travers le monde. Les médicaments trafiqués sont des contrefaçons ou de vrais médicaments vendus illégalement. Un marché qui rapporte 200 milliards d'euros par an. Il est 10 fois plus rentable que le trafic de drogue. En Europe, le trafic repose essentiellement sur 3 produits. Les pilules érectiles type Viagra ou Cialis, les produits dopants et les compléments minceurs. Qui sont les trafiquants? Comment ces produits passent-ils nos frontières? Quels sont les risques pour notre santé? Plongez au cœur d'un des trafics des plus lucratifs et des plus mortels. Notre histoire commence un soir de pluie. Dans un haras, en pleine campagne. Occupe-toi un peu du cheval. Par une rencontre avec Samuel. Vas-y. Stop! Le shooting photo est réalisé par son ami Gérald. Ouais, joli celui-là. Ouais, et tu vois, tout ce que t'as là, c'est bien travaillé, c'est bien bombé. C'est plus que parfait, c'est génial. Samuel a 37 ans. Il est mécanicien. Mais ce soir, avec ses muscles d'airain, c'est lui la star. Il incarne la virilité pure, c'est vraiment le mâle. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre avec un cheval, parce que j'ai trouvé que ça allait très bien ensemble, la force pure. 1,87 m, 108 kg de muscles, un costume taillé sur mesure pour incarner le mâle dans les magazines. Image de la virilité
comme objet. Pour être à la hauteur de son fantasme, Samuel s'entraîne 8 heures par semaine. Il dessine chaque parcelle de son corps comme une pièce de haute couture. Acteur, c'est quelque chose qui me ferait rêver. C'est en voyant Schwarzenegger, Stallone, Van Damme. Schwarzenegger, il avait une magnifique ligne, des bras magnifiques, des pectoraux magnifiques. Il y avait un ensemble. Ça m'a fait toujours craquer. Pour rentrer dans ce milieu-là, c'est compliqué. Je mise beaucoup sur ma plastique, ça c'est sûr. Une plastique obtenue au terme de 20 ans d'efforts, de travail, de douleur et parfois de risques. Des risques à la mesure de sa démesure. Le sujet est tabou dans le milieu du culturisme. Pourtant, pour obtenir une telle masse musculaire, les haltères ne suffisent pas. Samuel lève le voile sur une pratique aussi répandue qu'illégale. La consommation de médicaments détournés pour le dopage. Samuel vient de s'injecter de la testostérone, l'hormone mâle. À forte dose, ces injections augmentent considérablement la masse musculaire. Mais les risques sont réels. Rétrécissement des testicules, infertilité, cancer de la prostate. Pire, pour éliminer la masse graisseuse et faire ressortir la ceinture abdominale, de nombreux culturistes ingèrent du clenbutérol. C'est un produit vétérinaire, c'est ce qu'on donne pour les chevaux, pour ceux qui sont asthmatiques. Mais par contre, c'est un produit qui est très efficace pour sécher et puis être sec, ça c'est clair. Par contre, si à dose très forte, on peut faire un arrêt cardiaque. Vous n'avez jamais eu peur pour votre santé? Si, c'est quand même... je dis pas... si, bien sûr que j'ai eu peur. Après... Peur de quoi? On a peur, on a tous peur de mourir. Hein. Je pense qu'on est tous pareils. Et des fois, on peut s'injecter des trucs, mais on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On apprend à vivre avec ça, puis après, on oublie. C'est toujours à côté de la tête. Pourtant, certaines histoires devraient être gravées dans les mémoires. Comme le drame qui s'est déroulé en 2014 à quelques kilomètres de Belfort. Ça détend aussi de faire un peu du jardin ou ça. Ça occupe l'esprit. Voilà. Robert et Myriam Schaller, un couple de restaurateurs, ont perdu leur fils Mike. Le jeune homme est décédé d'un arrêt cardiaque à 23 ans, après s'être injecté des produits médicamenteux pour prendre de la masse musculaire. On a un peu rangé là autour. Voilà. Robert et Myriam ont déposé ses cendres au pied d'un arbre du jardin. Pour lui, c'était le paradis ici. C'est pour ça qu'on l'a enterré là, qu'il se repose ici, à la maison, voilà, tranquillement. C'est quand même difficile. Qu'on n'aurait jamais pensé qu'il puisse mourir pour du sport. Voilà, pour du sport, pour être beau, et puis... Je l'aimais tellement. Quand je m'endors le soir, je pense à lui. Quand je me réveille le matin, je pense à lui. C'est tout le temps, c'est perpétuel. Les gens qui vendent ces médicaments ne détruisent pas qu'une vie, ils détruisent toute une famille. Mort pour être beau, dit Myriam Schaller. Ce pourrait être le titre d'un roman. C'est le triste résumé de l'histoire de Mike. Depuis l'enfance, Mike est un garçon charmeur, très soucieux de son apparence. Un besoin de plaire qui grandit avec l'âge et les premiers amours. Mais voilà, il n'aime pas son corps. Le jeune homme découvre le culturisme en 2013. Devenir musclé devient une obsession. Mais il se heurte à une réalité. Il faut des années de pratique régulière pour construire un corps bodybuildé. Mike ne l'accepte pas. Il veut aller vite, trop vite. Mike achetait des produits sur Internet pour prendre une grande masse musculaire très rapidement. On l'a vu vraiment changer énormément, physiquement. Je faisais régulièrement du vélo avec lui, du VTT,
Et je voyais de semaine en semaine son évolution de masse musculaire, quoi. C'était impressionnant. Vous étiez au courant qu'il prenait des médicaments? On était au courant qu'il prenait des médicaments, oui. Mais on ne peut pas s'imaginer que des médicaments veulent tuer notre fils. Des médicaments pour le sport. Voilà, pour aider, soi-disant, la force et tout. Jamais on peut penser ça. Voilà, jamais. Puis moi, je pensais que Voilà. tous ces produits-là, c'était plutôt des produits naturels. Loin de là. Mike s'injecte un cocktail dangereux, composé entre autres de drostanolone propionate, un médicament utilisé pour traiter le cancer du sein. Il est vendu illégalement sur Internet. Cet usage détourné du médicament a pour effet d'augmenter la masse musculaire chez les hommes. Plusieurs sites en font la promotion. Des utilisateurs du produit se mettent en scène pour en démontrer l'efficacité. En quelques semaines, le corps fin de Mike se transforme à son tour. Fier, il pose lui aussi torse nu sur les réseaux sociaux. Loin des apparences, Mike est en train de mourir. Quand il venait en vélo avec moi, il se plaignait qu'il avait mal dans l'aine. Il disait toujours, j'ai vraiment mal ici en bas. Puis je disais, mais Mike, il faut vraiment que tu ailles consulter un toubib. Puis il m'a dit, mais t'inquiète pas, papa, je vais y aller, c'est bon. 3 jours plus tard, le 29 mai 2014, Mike Schaller décède d'un arrêt cardiaque. Il laisse 2 enfants de 2 et 4 ans. Mike a acheté sa mort sur Internet et puis c'est quand même nous qu'on a le sentiment de culpabilité, quelque part. Les vrais responsables de la mort de Mike, eux, courent toujours. La justice n'a pas entamé de poursuite contre les trafiquants qui lui ont vendu le médicament sur Internet. Pourtant ici, au domicile du jeune homme, la police a retrouvé tous les produits qu'il s'injectait. Mais contre toute attente, le médecin légiste a conclu à une mort naturelle. Comment expliquer une telle décision ? Il a été constaté qu'il n'y avait pas eu de blessure, qu'il n'y avait pas eu d'injection, pas de suspicion d'infraction qui aurait des liens avec la mort. Donc, compte tenu de ce constat, on a conclu à une mort naturelle. Le médecin légiste constate qu'il n'y a pas eu de meurtre. Il ne relève pas de traces d'injection, malgré les prises répétées de Mike et les produits trouvés sur place. Il conclut donc à une mort naturelle. Pourtant, ne devrait-on pas pousser les investigations quand un jeune homme de 23 ans, sans antécédents médicaux, décède d'un arrêt cardiaque ? Le médecin refuse de répondre à nos questions. Le dossier Schaller est vide. La procureure est impuissante pour agir dans ces conditions. Affaire classée. Un scénario fréquent dans les trafics de médicaments. C'est toujours les réseaux mafieux qui ont toujours une certaine avance sur la police, qui sont organisés, qui évoluent. Nous, on est toujours à l'arrière, en train d'enquêter, d'instruire. Quand on démantèle un réseau, il y en a toujours un autre qui est là pour prendre la place. Les limites qu'on a, je pense, c'est les moyens au niveau des ressources humaines. Des moyens de police limités, face à des trafiquants qui multiplient les pare-feux pour dissimuler leur identité. Mike a acheté ses produits sur ce site internet. Les vendeurs prétendent être aux États-Unis. Mais après vérification, l'adresse du site est une boîte postale à Kingston, en Jamaïque. Le numéro de téléphone est slovaque. Toutes ces pistes mènent à une impasse. Seul indice certain, la facture que Mike a réglée pour l'achat de ses produits. Les vendeurs lui ont demandé de faire un virement sur un compte chypriote à Nicosie. Ensuite, leurs traces disparaissent.
Et la mort de Mike Schaller reste impunie. Une tragédie symptomatique. Faute d'autopsie, il n'existe aucune estimation du nombre de victimes de médicaments trafiqués en Europe. De tous ces produits, les pilules érectiles représentent à elles seules plus de la moitié du trafic. Aujourd'hui, les acheteurs sont aussi bien des jeunes de 20 ans que des quadracs qui veulent se rassurer sur leur puissance de feu. Un véritable effet de mode, qui a commencé il y a quelques années dans la communauté gay. Attention aux oreilles chastes. À travers mes origines antillaises, l'image de l'homme, c'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un qui en a dans le pantalon, c'est quelqu'un de macho. J'ai ce besoin de me différencier, j'ai besoin d'être là, quoi, d'être le coq de la basse-cour, en fait. Hein. Le sexe dans ma vie, elle a une place très importante du fait de mon métier, parce que je suis acteur porno, et du fait que j'aime le sexe, tout simplement. Sans la pilule érectile, on aura, on va dire, un rapport banal, moins long, standard, lambda, quoi, comme on va dire, dans la demi-heure, même une demi-heure, même pas plus que ça. Alors que généralement, quand on prend une pilule érectile, on est sûr que c'est pour passer la nuit. Ça marche vraiment bien, quoi. Si on n'en a pas, on se sent mal, un peu. Parce qu'on dit qu'on va y arriver. Vu les performances que ça permet d'avoir, après, on prend justement l'habitude d'être une Ferrari, quoi. Et puis, quand on nous demande de rentrer en Laguna, c'est plus compliqué, quoi. Pourtant, il ne s'agit pas d'un médicament anodin. Chez certains hommes, les pilules érectiles provoquent des troubles cardiovasculaires et, de fait, elles ne sont vendues que sur ordonnance médicale. Alors, pour s'en procurer, de nombreux consommateurs se tournent vers Internet. C'est le circuit de distribution principal des médicaments trafiqués. D'après l'OMS, un médicament sur 2 vendu sur le net est une contrefaçon. Les autres sont vendus illégalement par des trafiquants. Ils contrôlent 95% des pharmacies en ligne. Alors, comment fonctionnent ces organisations criminelles? Pour le savoir, nous devons passer de l'autre côté de l'écran. Infiltrer un réseau. Nous nous faisons passer pour des organisateurs de parties fines, en recherche de quantité de pilules érectiles pour des clients prestigieux. Un trafiquant mord à l'hameçon. Il se fait appeler le pharmacien. Le jour du rendez-vous, nous louons un appartement parisien dans lequel nous dissimulons des caméras. Enchanté. Ah ouais, t'es équipé, dis donc. Ah oui, comme il y a de la demande sur Paris, je vends au moins 300 boîtes là en 3 mois. Sur la table, des contrefaçons, des génériques. Tous ces comprimés ont la même origine. Et celui-là, toi, tu le fais venir directement d'Inde? Ouais, ça, j'ai un contact qui est en Asie. Ouais, et si on fait une soirée, tu penses que tu peux nous assurer jusqu'à combien, en fait, en quantité? S'il y a 40-50 personnes Même 200 personnes, c'est jour. T'inquiète pas pour la quantité. J'ai trouvé un moyen pour pouvoir les ramener plus facilement en France. J'ai des gens qui travaillent directement colissimo. Ils récupèrent le colis pour moi. Ça veut dire que j'ai pas de limite. Pour faire passer les colis, le dealer aurait des complices chez Chronopost, filiale de la Poste. Après, les gens, tu les achètes avec l'argent, tout marche avec l'argent. La personne va gagner le SMIC, tu lui proposes une somme. Elle va dire, oh, c'est très bien, tu payes pas d'impôts, pas déclaré. Donc, tu vois, ça peut être un bon business pour tout le monde, quoi. Et pour nous et pour toi, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, si tu prends aussi une quantité, je te ferai un prix. Ça vaut aucun problème. Ah ouais, c'est cool. Après, on voit ensemble sur les marges, quoi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Hein. Tant que notre couverture nous le permet, nous voulons continuer l'infiltration. Nous assurer de la réalité des complicités du dealer de médicaments et pénétrer plus loin dans le réseau, jusqu'à sa source. Ce sont de véritables laboratoires qui alimentent l'essentiel du trafic. Une des plus dangereuses de leur production, c'est le carfentanil, un médicament sédatif pour éléphants
10 000 fois plus puissant que la morphine. Les mafias de la drogue détournent l'usage du produit. Elles le coupent avec l'héroïne et la cocaïne pour décupler leurs effets. Maintenant que le trafic de médicaments se mêle au trafic de drogue, les overdoses se multiplient. Le drame vient de commencer aux États-Unis. L'officier Ralph Stobart a 27 ans. Cela fait 5 ans qu'il est dans la police. Et depuis quelques mois, le carfentanyl fait partie de son combat quotidien. Ça, c'est du bon. Il a repéré une voiture suspecte. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. La conductrice est connue des services de police. Rien d'illégal sur vous? Non, non, je n'ai rien. Venez derrière la voiture. Nicole, 33 ans, sans emploi, est héroïnomane. Elle est enceinte de 4 mois. Vous n'avez rien dans vos poches? Non, non, rien. Non? Rien? Vous êtes en règle? Oui, vous pouvez me fouiller. Il n'y a rien dans votre voiture? Non, je ne crois pas, non. Ok, cool. Bon, laissez-moi vérifier l'intérieur de vos poches. J'ai un briquet. Qui est avec vous dans la voiture? C'est Arthur. C'est le père de votre enfant? Non. C'est un ami? Ok. Oh, oui, c'est ça, ouais. Il n'y a vraiment rien dans vos poches, vous êtes sûr? Non. Vous me permettez de regarder? Allez-y, j'ai un pantalon de grossesse. Bon, je veux pas aller jusque-là. Venez, installez-vous dans la voiture. Nicole devait comparaître devant la justice pour détention de stupéfiants. Elle ne s'est pas présentée à l'audience. Elle est considérée comme une fugitive. L'homme qui l'accompagne est également connu pour affaires de drogue. Ah, il y a tellement d'endroits où l'on peut cacher des trucs ici. Cette voiture est dégueulasse. Le gars avait l'air un peu nerveux. La dernière fois que j'ai arrêté la fille, elle essayait d'écraser une pipe à cannabis. Elle avait des sachets de drogue vides et une seringue. Lui, il est plutôt branché méthamphétamine, mais on n'a jamais de preuves. Les officiers de police cherchent la drogue coupée au carfentanyl. Ils veulent saisir un maximum de sachets en circulation. Cette fois, ils ne trouvent qu'une pipe à marijuana. Mais les usagers ont plus d'une technique pour dissimuler la drogue. Regardez, c'est de la marijuana. On la reconnaît à l'odeur. Les dealers ont toujours une femme dans la voiture avec eux, pour qu'elle cache la drogue à l'intérieur de son corps. Et en plus, si on trouve la drogue, c'est la femme qui plonge. Vous avez déjà entendu parler du carfentanyl? Oui, 11 de mes amis sont morts à cause de ça. 11 personnes que je connaissais. 11? Ouais. Oui, il y a eu des centaines de morts. C'est vraiment une épidémie par ici. L'Ohio est l'État le plus touché des États-Unis par le drame du carfentanyl. 230 overdoses en un seul mois. À chaque shoot, Nicole joue sa vie et celle de son enfant à la roulette russe. Je peux l'embrasser? Oui. Nicole sera placée en détention. Elle y restera le temps de sa grossesse. Akron, 200 000 habitants. Autrefois surnommée la capitale du caoutchouc pour ses usines de pneumatiques, la cité est aujourd'hui en crise. Les firmes ferment leurs portes. Le centre-ville se vide. Reste la pauvreté, le chômage, la drogue. Ici, dans des boutiques avec pignon sur rue, des médecins véreux vendaient des ordonnances de morphine et autres opiacés aux toxicomanes. L'État fédéral a éradiqué ce trafic. Alors les usagers se sont tournés vers l'héroïne, la drogue du pauvre. Dans les rues d'Akron, elle se vend à 10 $ le gramme, à peine plus cher qu'un burger. Pire, depuis que les dealers mélangent la drogue aux médicaments pour éléphants, la demande explose.
Ça va vous sembler complètement fou, mais ici, quand quelqu'un fait une overdose, tous les toxicomanes cherchent à savoir qui lui a vendu la drogue, pour se procurer la même. C'est complètement dingue, mais c'est la réalité. Les dealers savent bien que si un de leurs clients fait une overdose, c'est bon pour leurs affaires. Ils ont peut-être perdu un client, mais ils vont en gagner 5 ou 10 nouveaux qui viendront leur acheter leur dope. Paradoxalement, les effets foudroyants du carfentanil suscitent l'attrait des usagers de drogue, en quête de sensations toujours plus fortes. Et pour cause, un simple contact avec la peau peut provoquer une overdose. Le médicament pour éléphant peut être conditionné sous forme de cristaux ou en poudre. Sa couleur blanche se fond avec celle du stupéfiant avec lequel il est coupé, comme ici avec de l'héroïne. Résultat, impossible pour les policiers de savoir à quoi ils sont confrontés sur le terrain. Récemment, j'ai arrêté un jeune Afro-Américain. Le passager de la voiture était encore plus jeune, 15 ans peut-être. Sous le siège conducteur, il y avait un pistolet chargé. Le conducteur avait dissimulé un paquet de marijuana dans sa chaussure. Il essayait de le détruire en l'écrasant avec le pied. Et dans la coudoir centrale, j'ai trouvé un bout de papier plié avec de la poudre blanche. Il nous a dit que c'était de la cocaïne. Mais les analyses en laboratoire ont révélé que c'était du carfentanil. J'ai eu beaucoup de chance qu'on ne soit plus autorisé à tester les drogues sur le terrain. J'aurais pu être exposé au carfentanil et faire une overdose. J'aurais pu être empoisonné et en mourir. Au poste de police, Dawn est chargé de consigner les produits. C'est ici qu'on classe les preuves dans les affaires de stupéfiants. C'est dans cette pièce. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas ça qui manque. Voici le dossier dont vous parlez l'officier Stobart. Dans les affaires de carfentanil, les laboratoires accolent une étiquette avec une tête de mort. Comme ça, on voit immédiatement que c'est un produit létal. Je ne peux pas ouvrir le dossier pour vous montrer le produit. Les magistrats nous l'interdisent. Car dans cette pièce, nous serions tous exposés. Ça vous dit à quel point ce produit est dangereux. En mai 2017, un officier de police de l'Ohio est décédé après avoir manipulé du carfentanil. À chacune de leurs interventions antidrogue, les officiers prennent un risque. Une fois en poudre, le médicament vétérinaire se retrouve partout, sur les cuillères à injection, jusqu'au couteau qui sert à couper les stupéfiants. En cas d'overdose, les officiers de police disposent d'un antidote pour ranimer les victimes. Mais avec le carfentanil, l'opération est délicate. En juin 2017, les officiers de police découvrent une jeune femme qui s'était endormie dans son véhicule. Ils sont parvenus à la ranimer. À garde, elle titube jusqu'à la voiture de patrouille. Basically, what I'm assuming happened is when I am under a lot of stress, it's very difficult for me to sleep. It's very difficult for me to eat. I will be hyperventilating, can't catch my breath, whatever. I will pass out. What we're seeing is not the result of a panic attack, okay? What are you seeing? I'm seeing constricted pupils. I'm hearing slurred speech. I'm exhausted. All right, I'm not trying to upset you. All right, relax. Just relax. Oh my God. Why me, God? Why me? La jeune femme s'est injectée de l'héroïne. Elle risque de faire une overdose. Prise en charge par un service d'urgence, elle sera sauvée. Mais 3 jours plus tard, les officiers retrouvent le même véhicule sur le bas-côté de la route. La jeune femme s'est à nouveau injectée de l'héroïne. Les policiers se précipitent pour lui administrer l'antidote en intraveineuse. Mais cette fois, la drogue contenait le médicament pour éléphant. Elle ne se réveillera pas.
Depuis peu, la police a un protocole pour ranimer les victimes d'overdose au carfentanyl. Elle renouvelle 7 ou 8 fois les injections d'antidote. Un homme a eu la chance d'en profiter. And prior to that, the only knowledge of carfentanil that I knew is it was referenced in Jurassic Park to sedate the dinosaurs. I never thought in a million years that I would get my hands on something like that. Kevin, 37 ans, est un miraculé. 3 mois avant cette interview, il s'est injecté du carfentanyl pur. En une seconde, vous passez de l'état de conscience au blackout complet. Complet. Tout ce dont je me souviens, c'est que je suis allé dans la salle de bain. Puis plus rien. Ma copine m'a raconté qu'on m'a retrouvé allongé, face contre terre, blanc comme un mort. La police est arrivée, ils m'ont injecté 5 doses d'antidote, mais ça n'a pas marché. Puis une équipe médicale est venue. Ils m'en ont injecté 5 autres. J'ai fini dans une ambulance. Ils ont dû m'ouvrir au niveau du tibia et m'injecter des doses de sérum physiologique pour me nettoyer le système et évacuer le carfentanyl. Mais comment est-ce possible que vous soyez encore en vie après une injection de carfentanyl pur? La grâce de Dieu. Sa grâce. Sa pitié. Le carfentanyl. Un drame américain. Bientôt le nôtre. Les douanes françaises ont découvert les premiers envois du médicament vétérinaire trafiqué à destination de l'Europe. L'histoire ne fait que commencer. De retour en France, à Paris, nous allons retrouver le dealer de pilules érectiles. Cette fois, nous voulons découvrir le nom du laboratoire qui alimente les trafiquants et vérifier que le dealer aurait bien des complices dans une société de livraison de marchandises. Nous lui avons tendu un piège. Nous avons prétendu vouloir faire entrer en France des produits illicites en utilisant son réseau. Il vient nous livrer le colis. C'est Chronopost direct. Tu vois ce que ça veut dire? Marie, c'est toi qui avais trouvé ce nom? Ouais, moi j'ai regardé sur les pages web. Ah, c'est quelqu'un qui existe? Ouais, c'est bien de prendre des gens qui existent. Le dealer ferait adresser ses colis de médicaments au nom de femmes prises au hasard dans l'annuaire. L'adresse, elle, est fausse. Grâce au nom et à la fausse adresse, son complice repérerait les plis et les lui remettrait en main propre. Et ton mec à Chronopost, tu le connais depuis longtemps, donc lui il sera toujours là, toujours fiable, il n'y a pas de souci quoi. C'est ça qui est bien, c'est que c'est des gens fiables. Moi ça fait 3 ans que je fais ça, c'est vraiment un truc sans long terme. Puis, dans le feu de la conversation, le dealer nous livre le nom que nous cherchions. Non, moi aussi j'ai un produit là, franchement il m'en dit pas mal. C'est quoi? C'est un produit indien, c'est de la bombe. C'est quoi le laboratoire? C'est un laboratoire indien. Ils ont une large gamme de produits. Ah ouais, bah écoute... Laboratoire. Bon bah merci beaucoup pour tout, ciao. Nous avons contacté Chronopost qui n'a pas souhaité répondre. Mais nous pouvons désormais remonter jusqu'à l'un des laboratoires qui alimentent le réseau. Remonter jusqu'au pays source du trafic, l'Inde. L'Inde, usine à médicaments du monde. Le sous-continent est leader dans la production de génériques, mais aussi de vrais et faux médicaments qui alimentent le marché noir. Avec la Chine, l'Inde fournit 75% des produits pharmaceutiques trafiqués. Expédiés du port de Mumbai, les médicaments transitent notamment par Singapour et Dubaï pour entrer en Europe via l'Ukraine ou le Royaume-Uni. Aujourd'hui, sous la pression internationale, le gouvernement indien tente d'endiguer le trafic. Nous sommes à Patna, dans l'état du Bihar. La police mène une perquisition dans une maison d'un quartier populaire.
Il y a beaucoup de médicaments ici. Ça, ce sont des fausses étiquettes. Ils grattent les dates limites d'utilisation des médicaments et ils collent une fausse date. L'inspecteur Prasad est le patron de l'antidrogue de l'État du Bihar. Cela fait 6 mois que son équipe est sur la piste de cet homme. C'est quoi? Du dissolvant. Regardez, c'est du dissolvant pour effacer les dates d'utilisation du produit. L'homme a récupéré des médicaments périmés qu'il revend sur les marchés locaux. Ces médicaments périmés sont dangereux. Un malade atteint de la typhoïde, par exemple, peut croire qu'il est en train de se soigner, mais ces produits n'ont plus aucun effet. Faute de traitement, le patient risque de mourir. Pour l'inspecteur Prasad, cet homme n'agit pas seul. C'est un gang et je vais tous les arrêter. सब जगह चेक कर लीजिए और जो कोई है तुम्हारे साथ इन्वॉल्व कोई तो जरूर कहाँ से लाते हो ये एक्सपायरी कहीं से लाते हो जी कहाँ से लाते हो हैं एक्सपायरी लाते कहाँ से हो अरे बता दो ना तुम बताओ कहाँ से लाता हो बताओ ना देने वाला आता कौन कौन है उसको बोलो एक आता है लड़का कहाँ का लड़का है जो कहाँ से बिगा हुआ रहता है वही ला के देता है L'homme a parlé. Il indique aux policiers où se trouve le stock de médicaments trafiqués. Ils ont été volés dans la déchetterie des hôpitaux. L'inspecteur Prasad se rend jusqu'au repère du gang pour le démanteler. L'un des hommes arrêtés conduit l'antidrogue dans un quartier populaire de Patna. La police locale est venue en renfort. Mais les autres membres du gang sont parvenus à prendre la fuite. En pénétrant dans le bâtiment, une odeur pestilentielle prend les hommes à la gorge. Les salauds, ils mélangent les médicaments avec toutes ces saletés. Sous les portraits des divinités, des sacs entiers de médicaments entreposés à l'air libre, malgré une chaleur de 40 degrés. Regardez, c'est de l'huile pour bébé. Ils mélangent tout un tas de produits pour la fabriquer et ils la vendent. Le gang déverse dans les égouts les produits inutilisables. Il semble s'être fait une spécialité des médicaments pédiatriques, comme ces sirops pour enfants. Ce jour-là, la police fait une saisie record. Il y a ici plusieurs tonnes de médicaments. Les membres du gang comptaient écouler les produits en zone rurale. D'après l'inspecteur Prasad, il y aurait dans ce dédale de sacs et de caisses de quoi tuer des milliers de malades. Périmé. Tout ça, c'est périmé. Vous savez, le trafic de médicaments n'est pas qu'un problème indien. Ne croyez pas que la France soit à l'abri. Le trafic est partout. Ces gangs sont dangereux. Ils m'ont attaqué 2 fois. C'est un miracle que je sois toujours vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé de me tuer. Et ils cherchent toujours un moyen d'y parvenir. Mais tant que les dieux me protègent, personne ne pourra me tuer. Pas vrai? Malgré les risques, cela fait 30 ans que l'inspecteur Prasad combat inlassablement les trafiquants de médicaments. Une guerre pour son peuple, pour nous. Les membres du gang arrêtés ce jour-là encourent la prison à perpétuité. Les hommes de l'antidrogue repartent le sourire aux lèvres. Pourtant, la tête de l'organisation court toujours. En Inde, chaque arrestation, chaque saisie n'est qu'un éternel recommencement. Car en plus du trafic de médicaments périmés, il y a des laboratoires avec des usines entières qui alimentent en produits pharmaceutiques le marché noir.
Nous reprenons notre enquête pour remonter jusqu'à celui qui fournit en pilules érectiles le réseau de trafiquants que nous avons infiltré en France et en Belgique. Nous avons obtenu un rendez-vous en nous faisant passer pour des importateurs. Nous filmons en caméra cachée. Nous découvrons une entreprise avec pignon sur rue et un important service de sécurité. Le directeur nous accueille sur le perron. How are you? Nice to meet you. I'm Ed. This is Frank. Margot. Nice to see you. Les. Like, you want to keep the bag somewhere? Oh, thank you. Arrivé dans son bureau, il nous présente ses produits. Voilà quelques-unes de nos marques de pilules. On en a beaucoup. Ça, c'est du 80 mg. C'est très fort. 80 mg? Ah oui, c'est fort. Le laboratoire produit des dizaines de marques différentes de pilules érectiles. Ici, je produis 1 million de pilules érectiles par jour. Vous plaisantez? Non, c'est vrai. J'ai 3 usines en tout. On vend en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine et en Grande-Bretagne. Mais en Grande-Bretagne, on fait passer ça pour des compléments alimentaires. Je suis très impressionné. Dans ce laboratoire, le client décide de la composition des médicaments. Il peut faire fabriquer des produits efficaces, inopérants, voire dangereux. Et le directeur a tout prévu pour en dissimuler l'origine. On peut vous demander ce qu'on veut pour le packaging? Oui, nous avons plein de modèles différents. Seuls vous et moi saurons que les produits sont fabriqués ici. Marché noir? Oui, marché noir. Où qu'on soit dans le monde, le marché officiel ne rapporte pas autant que le marché noir. Je suis bien d'accord. Nous demandons à visiter l'une des usines, mais le directeur insiste pour nous conduire dans un autre bureau. Thank you. Ouais. Sur mon portable, maman? Alors, coupe-le. Trop tard. L'homme a des doutes. Il nous tend un piège. Il nous interroge sur une marque de pilules érectiles. Quelle est la composition du VXL? Pardon? Quelle est la composition du VXL? Du tadalafil. Vous êtes sûr? Pourquoi on l'appelle le VXL alors? Je sais que c'est du tadalafil. J'ai eu accès à une analyse des douanes. Par chance, nous connaissions la réponse. Nous décrochons le sésame pour pénétrer dans l'une des usines d'où proviennent les pilules érectiles que nous avons trouvées sur le marché français. Et contre toute attente, le directeur nous laisse filmer l'usine avec une caméra amateur. Vous filmez pour montrer des images de l'usine? Oui, j'aimerais juste faire quelques prises de vue pour mes clients. 300 employés se relaient jour et nuit pour fabriquer des pilules érectiles, des anticancéreux ou des antituberculeux. C'est ici que nous fabriquons les tablettes de comprimés. Et quelle est votre capacité de production? Je peux vous sortir... Je peux vous sortir 200 000 tablettes par heure. 200 000 tablettes par heure? Nous avons 3 machines qui tournent jour et nuit. Parmi ces millions de comprimés, combien sont conformes aux normes élémentaires de qualité? Ça, c'est une de nos productions. C'est un traitement pour les maladies cardiovasculaires. Vous vendez ça en Afrique, j'imagine? Oui, et aux Philippines, et dans toute l'Asie du Sud-Est. Avec cette usine, nous découvrons à quel point les réseaux de trafiquants en Europe ou ailleurs disposent de réserves colossales. Eh bien, je vous remercie. On a beaucoup appris ici, et je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à ça. Combien d'usines comme celle-ci existent-ils en Inde? Des centaines? Des milliers? Les autorités locales peuvent-elles ignorer leur activité? Difficile à croire quand on voit le balai incessant des livreurs qui sortent de leur hangar avec ces colis à destination de l'Europe et du reste du monde. Vandana Bansali, avocate au barreau de New Delhi, défend les victimes de trafic. C'est une des rares à avoir osé défier les autorités devant les tribunaux. L'Inde encourage le trafic de médicaments. Les produits interdits à l'étranger sont fabriqués et vendus ici. Tout le monde sait que des gros laboratoires sont impliqués, mais rien n'est fait pour les arrêter. Les trafiquants s'en donnent à cœur joie. Pourtant, en Inde, il y a toute une batterie de lois pour lutter contre le trafic. Et elles sont très sévères, mais elles ne sont pas assez appliquées. Le problème, c'est la corruption.
Les trafiquants ont des réseaux dans les hautes sphères du pouvoir, ils ont de l'argent et l'appui des puissants. Pourtant, c'est la réputation de toute l'industrie pharmaceutique indienne qui se trouve entachée par ces laboratoires mafieux. Et l'Inde n'est pas seulement l'un des premiers pays responsables du trafic, elle en est aussi la victime. Il y a une région où le trafic de médicaments tourne à la catastrophe humanitaire, la vallée du Cachemire. Peuplée de musulmans dans un pays majoritairement hindouiste, le Cachemire est le théâtre du conflit frontalier qui oppose l'Inde et le Pakistan depuis 70 ans. S'y ajoutent le terrorisme islamiste et la rébellion indépendantiste. Srinagar, capitale de l'État. La situation est tendue, les communications sont coupées, l'armée est partout. Nous tournons ces images discrètement. Les bateliers du lac Dal semblent attendre encore des touristes qui ont déserté depuis longtemps. La région est un paradis pour les trafiquants. Ici, un médicament en vente sur 2 est une contrefaçon. Nous nous rendons dans un village à plusieurs heures de route de Srinagar pour rencontrer un homme qui a fait de la lutte contre le trafic de médicaments le combat de sa vie, le docteur Nizar Ul Hassan. Montrez-moi. Il reçoit en consultation une femme suivie pour de l'angine de poitrine. Son état est alarmant. Cette femme me dit qu'elle ne va pas mieux. J'ai pourtant posé un diagnostic. Peut-être qu'il faut faire de nouvelles analyses. Tenez, voilà son traitement. Ces médicaments sont produits par des laboratoires indiens. On les prescrit, mais personne ne sait réellement ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir aussi bien des impuretés que des produits toxiques. En 2013, grâce à une analyse de laboratoire, le docteur Nizar a découvert que les hôpitaux de Srinagar distribuaient des antibiotiques contrefaits aux patients. Et il fait éclater le scandale. Les médicaments étaient livrés aux hôpitaux avec l'approbation de la centrale d'achat et du ministère. Mais les produits étaient des contrefaçons. Les documents de mise sur le marché étaient faux. Le pire de tout ça, c'est qu'après avoir découvert que les médicaments étaient faux, les autorités de santé ont étouffé l'affaire et ont continué à écouler les stocks pendant 2 ans. Direction des hôpitaux, bureaucrates, tous savaient depuis 2 ans que les antibiotiques étaient contrefaits. Je ne sais pas combien de personnes sont décédées à cause de cette histoire. C'est impossible à chiffrer car les décès ont été attribués à la maladie. Aucun docteur en place ne dira que c'est à cause des médicaments, parce qu'ils sont tous compromis dans le trafic. Pour les plus petits cabinets médicaux, les laboratoires offrent un téléphone portable aux médecins ou un ordinateur. Si c'est un directeur de clinique, ils lui construisent une maison et offrent même des bijoux pour leurs femmes. Jusqu'à présent, les responsables de ce drame n'ont pas été inquiétés. Le docteur Nizar a créé ce dispensaire de fortune où il accueille toute la misère des villages alentours. Dans sa salle d'attente, nous ne voyons que des visages fermés, des regards éteints. Puis les patients apprennent que nous sommes venus pour le trafic de médicaments. Ils veulent alors profiter de notre caméra pour que le monde entende leur détresse. Tous ceux qui osent protester contre le trafic de médicaments sont jetés en prison ou assassinés. Tous. Les médecins nous obligent à aller dans une pharmacie spécifique. Sinon, on ne nous donne pas le traitement. Et il n'y a rien dans leurs médicaments, que de la boue. Que de la boue. On est très nombreux au Cachemire à avoir des problèmes de santé.
Et on sait tous que les médicaments sont faux. Parce qu'on a beau prendre les traitements que les pharmaciens nous donnent, on n'arrive pas à guérir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On nous donne rien d'autre pour nous soigner et soigner nos enfants. On est tous pris au piège ici. Selon l'Association des médecins du Cachemire, seul 1% des médicaments délivrés dans les hôpitaux feraient l'objet de tests de qualité de la part des autorités sanitaires indiennes. Sans alternative pour se soigner, la population entière est prise en otage. Alors partout dans les rues, sur les marchés, la colère gronde. Les émeutes se multiplient. Tout notable qui soutient la colère de la rue risque d'être arrêté pour sédition. Comme cet homme, appréhendé par l'armée lors d'une manifestation pacifique contre le trafic de médicaments. Le docteur Nizar, lui aussi, sait ce qu'il en coûte de protester. Sahara Desert, vast stretches of sand known as ERG. Nous sommes chez lui, avec le docteur Soraya, sa femme, et leur fille de 12 ans. Les responsables ne sont jamais punis. La seule chose que font les autorités, c'est d'essayer de faire taire mon mari, par tous les moyens. Le docteur Nizar a payé le prix fort pour avoir brisé l'omerta. J'ai été mis en prison 4 fois. Ils ont menacé de me tuer, de me retirer mon autorisation d'exercer. Même mon propre père s'est retourné contre moi. Il m'a dit « Pourquoi tu t'acharnes alors qu'aucun autre médecin ne te soutient ?» Il disait à tout le monde que je l'avais déshonoré parce que j'avais été jeté en prison. Après avoir été accusé de sédition, le docteur Nizar a été renvoyé des hôpitaux. C'est aujourd'hui sa femme qui subvient aux besoins de la famille. Mais l'un comme l'autre reste déterminé à se battre jusqu'au bout. Vous n'avez pas peur que votre mari finisse par se faire tuer? Oui, c'est très facile. Ici, les gens disparaissent du jour au lendemain et on ne sait jamais qui a fait le coup. Mais si mon mari doit mourir pour aider notre peuple, et surtout les plus pauvres, alors qu'il en soit ainsi. C'est notre devoir. Je ne vois pas comment la situation pourrait s'améliorer. Je n'ai aucun espoir pour le futur. En tout cas, pas pour cette génération. En 2016, la communauté internationale s'est dotée de premières armes juridiques pour lutter contre le trafic de médicaments. La convention Medicrime. Elle criminalise les contrefaçons et le commerce illégal. Mais aujourd'hui encore, la plupart des pays ne l'ont pas ratifiée. Alors nous pouvons nous contenter de rejeter la faute sur les autorités européennes, américaines ou indiennes, ou nous pouvons décider d'agir à notre niveau. Chaque fois que nous achetons des médicaments soumis à prescription sur Internet, nous prenons un risque pour notre santé et nous finançons les réseaux de trafiquants. Nous avons le choix. Eux, pas.